Notre dernière utopie, c'est le développement de nous-mêmes, c'est notre Ouais, bien-être. c'est ça. On est notre dernière petite utopie, parce qu'on Ouais. se vit comme des monades. Et l'utopie n'a pas disparu, c'est son horizon qui s'est rétréci. On donnait les vêtements que l'on ne portait plus, désormais on les revend sur Vinted. L'appartement que l'on prêtait à l'occasion se monnaie sur Airbnb. Quant aux voyageurs que l'on prenait jadis en autostop, ils sont aujourd'hui priés de s'inscrire au préalable sur Blablacar. Pendant ce temps, l'INSEE constate que le nombre de participations bénévoles au sein des associations est en baisse. Vincent Coquebert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant et essayiste et vous publiez Unique au monde, de l'invention de soi à la fin de l'autre aux éditions Arquet. Pourquoi avez-vous écrit cela? Alors ce livre qui est sur on va dire le grand fantasme actuel d'un monde à notre image vient en fait répondre, je suis obligé de revenir un tout petit peu en arrière, sur mon précédent ouvrage qui s'appelait La civilisation du cocon, où j'essayais de comprendre comment depuis maintenant un peu plus on va dire d'une quarantaine d'années, on était dans une grande phase de repli sur soi, un repli qui est autant physique que psychologique, émotionnel, que politique, qui est une sorte de miniaturisation du monde, aurait dit Gaston Bachelard. Et comment on était finalement de plus en plus, parce que le numérique nous l'avait permis à l'aube des années 2000-2010, qu'on avait complètement domicilié le monde. Donc en fait, on avait fait d'abord venir la consommation, ensuite on avait fait venir la culture, ensuite on a fait venir les relations sociales, même les boîtes de nuit qui sont fermées, aujourd'hui on danse devant TikTok, donc on a même domicilié la danse. En fait voilà, on avait domicilié complètement le monde avec ce grand fantasme en fait, d'être un peu les grands ordonnateurs de nos petits mondes, pour réussir finalement à recréer une bulle, recréer une sorte on va dire de ligne, de contour d'un monde compressant comme de plus en plus flou, comme de plus en plus hostile, comme de plus en plus lointain à nous-mêmes. Et à travers Unicommande, j'ai essayé de comprendre en fait comment se crée ou non cette dialectique aujourd'hui avec l'extérieur. Comment notre passion de l'intériorité, parce qu'il faut savoir qu'on passe 90 de notre temps en intérieur, hein, on a l'impression d'en passer à peu près 50-60, mais il y a eu des études qui montraient que les salariés en moyenne en fait passaient 15 minutes en extérieur, ce qui est moins en fait qu'un prisonnier qui est obligé lui de passer au moins 1 heure dehors pour sortir de sa cellule. Et comment on était donc une sorte de génération indoor, une génération qui avait une passion pour la domesticité, qui avait une passion pour le cocon, qui est à la fois un cocon mais aussi une citadelle, qui est vraiment cette espèce d'espace de rétractation. Et donc je voulais voir en fait, je voulais du moins explorer quels effets cela donnait, on va dire, sur l'extérieur. Et j'ai essayé j'espère réussir à avoir démontré qu'en fait, autant le cocon était déterminé une passion en fait qui faisait qu'on exigeait du chez soi partout. Il fallait quelque part tout soit protecteur, soit un petit peu, qu'on ait une sensation vraiment voilà d'être enrobé, quelque part d'être tenu aussi un petit peu, parce qu'être enrobé c'est aussi être tenu. Et comment finalement ça crée aussi une nouvelle obligation de la personnalisation. La personnalisation, c'est un monde à mon image. Il faut que les choses me ressemblent. Il faut que la société me tende un miroir. Avant, comment dire, on se projetait dans la société, il y a cette dialectique de l'intérieur et de l'extérieur, parce que l'intérieur était ce sas de décompression par rapport à un extérieur qui était celui plutôt de l'aventure, qui était celui plutôt en fait de l'incertitude, qui était celui d'une rencontre avec l'altérité qui pouvait ou pas bien se passer, celui aussi de la découverte, celui parfois même de l'inconfort, et comment en fait enfin on va dire tous ces facteurs d'inconfort, d'incertitude, d'altérité en fait étaient aujourd'hui devenus excessivement problématiques. Et Norbert Elias disait dans le processus de civilisation que c'était un processus psychique, se sentait tout le temps un petit peu à côté, en fait, quand même, du grand cheminement du monde. Et là, en fait, ce n'est plus simplement ça, c'est on se sent pas forcément désolidarisé totalement de la marche du monde, mais on est en lutte contre un monde, en fait, qu'on ne veut pas changer collectivement, mais qu'on veut de plus en plus à notre image. Donc ça passe enfin, on va dire, il y a 2 grandes promesses dans la modernité qui étaient celle du progrès perpétuel ou du futur, en fait, en gros, demain sera mieux qu'aujourd'hui. Mmh. Cette promesse-là, elle a un peu failli, ça a commencé dès les années 70-80 et donc ça répond à la civilisation du cocon. Et l'autre grande promesse, c'était de pouvoir s'inventer. Avant, on avait des destinées qui étaient beaucoup liées à notre nom de famille, à notre territoire,
à une sorte de reproduction simplement, on va dire, ce qu'on appelle le contrat narcissique dans les familles. Et à partir des années 60-70, en fait, l'individu étant mis au centre, il a quelque part à la fois cette opportunité et à la fois cette lourde tâche de devoir s'inventer. Donc on va pouvoir savoir de qui on veut tomber amoureux, où est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut faire, pour qui on va voter. Et cette tension-là a créé ce que dans les années 90, Alan Ehrenberg avait appelé la fatigue d'être soi. C'est-à-dire qu'on était tellement en fait à devoir opérer des choix, tellement aussi à avoir devant nos yeux en fait cet écart, cette faille énorme entre ce à quoi on aspire, ce qu'on rêverait d'être et ce qu'on est. Donc ça crée vraiment cette fatigue et la grande maladie de cette période-là, c'est la dépression parce que ça se rappeler, qu'à chaque fois on pourrait être astronaute, mais qu'en fait, on est simplement un petit cadre dans une compagnie d'assurance, c'est, tout de suite, on va dire, pour l'ego, c'est un peu compliqué. Et tout ça s'explique en fait ensuite après cette fatigue d'être soi parce elle a été intensifiée par le fait que tous ces champs qui étaient en fait le champ amoureux, le champ professionnel, le champ on va dire socio-citoyen politique, le champ social en général, sont devenus des champs eux aussi qui sont marqués du sceau de l'incertitude. On voit bien avec le nombre de divorces, avec l'explosion du célibat aujourd'hui, c'est Eva Illouz qui le dit très bien dans La fin de l'amour, en fait c'est la seule règle du domaine amoureux, c'est qu'il n'y en a pas. Pareil avec le domaine professionnel, dans les années 80 ça a été le chômage des ouvriers, les années 90 ça a été le chômage des cadres, et en fait dès la fin des années 90, en fait, parce qu'on parle aujourd'hui de la grande flemme du travail ou de l'envie de quitter son travail ou de plus trop s'y investir, on voit déjà en fait à la fin de ces années-là, au début des années 90, quand il y avait que 30% des gens, il faudrait que le travail prenne moins de place dans nos vies. À la fin des années 90, c'est plus de 60% qui le pensent. Donc en fait, on voit bien que tous ces champs-là sont de plus en plus incertains, sont de plus en plus flous, les contours, on les cerne plus vraiment. Et le champ politique, c'est encore pire parce que quelque part, il n'y a plus de projet politique collectif, il n'y a plus la parole politique est très inaudible, elle peut très bien être de gauche comme de droite, c'est même pas ça tout à fait la question, c'est qu'il n'y a plus vraiment on va dire, ni de corpus idéologique, ni de grands projets qui seraient les projets des uns et des autres. Donc en fait, ces trois champs de valorisation égotique étaient des champs de stabilité qui permettaient l'individualisation et qui permettaient finalement de comprendre quelle était notre place dans la civilisation et comprendre qu'on pouvait avoir une dialectique entre l'individuel et le collectif qui disait que ce que je fais au quotidien, ça a aussi du sens quelque part pour le projet de ma nation ou pour le projet européen, que sais-je. Tous ces champs-là étant de plus en plus, de plus en plus incertains, le dernier champ qui est venu remplir quelque part ce grand vide idéologique et cette baisse de l'agentivité des individus, c'est le champ de la consommation. C'est pour ça que les exemples de Vinted, de Blablacar ou je sais plus, Airbnb. et de Airbnb, en fait, j'ai trouvé très intéressant parce que là, je vais faire un autre lien, c'est qu'en fait, toutes ces plateformes-là sont beaucoup consommées par, on va dire, ce qu'on appelle des jeunes cohortes aussi, qu'on, Le monde d'après. voilà, le monde d'après, mais ces jeunes cohortes qu'on a beaucoup fantasmées comme étant quasiment des consuméristes, écolos, on va dire, ce que Ronald Inglehart appelait des valeurs post-matérielles. En gros, c'est le processus qui fait qu'arrivé à un certain niveau de sécurité existentielle matérielle, on se détourne de ces valeurs au profit de valeurs intellectuelles, esthétiques, sociales, donc une plus grande tolérance, une plus grande ouverture au monde. Et ce qui est très intéressant, et Engelhardt aussi avant sa mort le notait, c'était certes les valeurs post-matérielles se sont plus ou moins développées, mais le matérialisme, lui, ne cesse pas. Ouais. Et donc, il vient un petit peu, quelque part, mettre une sorte de petit coup derrière la tête en se disant, mais pourquoi cette telle passion du matérialisme qui nous vient des années 60, qui était celle que racontait Pérec dans Les Choses, aujourd'hui est-elle de plus en plus intense et à quoi sert aujourd'hui la consommation? Avant, la consommation était de l'ordre de la distinction où ça a été le grand moteur de la bourgeoisie au niveau matériel, c'était parce que la bourgeoisie a besoin de se distinguer, et la plus grande distinction, c'était la distinction matérielle. En tout cas, c'est la plus nette et la plus claire. À partir du moment où la consommation n'a plus cette vocation tout à fait de distinction, parce qu'aujourd'hui, on va dire que ça se joue sur des marques, ça se joue sur des tout petits détails, mais on va dire que rien que le volume de consommation, depuis les années 60, il a été multiplié par 4. Même les pauvres, quelque part, même les plus pauvres, même les plus précaires consomment, et consomment énormément. Parce que la consommation, n'ayant plus cette fonction de distinction, elle a une fonction beaucoup plus identitaire et existentielle, en fait, le dernier espace en fait, d'affirmation de soi-même. Et c'est bien pour ça que le marketing, c'est bien pour ça que les marques, en fait, passent leur temps, si on fait un petit peu attention et si on est un grand lecteur ou un observateur des marques, comme je l'aime beaucoup l'être, c'est qu'ils passent leur temps à nous dire qu'on est les meilleurs.
Ouais. et surtout qu'elle nous connaisse et Oui. qu'elle est peut-être la dernière instance qui Enfin un nous ami. connaît, voilà. Enfin quelqu'un surtout qui nous connaît, qui nous reconnaît, qui va nous envoyer un miroir et heu et ça va être une marque qui nous invite à recharger notre ego, ça va être, Parce que je le vaux bien. ouais, parce que je le vaux bien, ça va être même un service de livraison où le slogan est très martial, c'est moi qui commande». Donc en fait, la dernière agentivité et le dernier, on va dire, miroir narcissique se joue dans cet espace, assez vide et assez flou qu'est celui de la consommation et surtout celui qui est le plus incertain aussi paradoxalement parce que, on se rend bien compte que certes, on a vécu un siècle avec l'énergie, avec la démultiplication de la consommation où le champ de la consommation avait une certaine centralité dans nos vies. Aujourd'hui, il devient lui-même de plus en plus incertain, que ce soit à travers l'énergie ou que ce soit à travers même, on a pu le voir avec la séquence de l'inflation. C'était assez, intéressant de, se rendre compte qu'en fait, quand on faisait des études, les gens parlaient de sentiments de frustration quand ils ne pouvaient pas s'acheter quelque chose ou qu'ils devaient Oui. on va dire, pousser un achat à un mois prochain et c'était surtout le terme d'injustice. C'était il y a quelque chose, c'est injuste que je ne puisse pas, acheter tel ou tel produit ou avoir accès à tel ou tel service et on se rend bien compte de cette, je finirai là-dessus, de cette, centralité finalement de la consommation qui a pris qui est venue occuper l'espace vide du politique. C'est que ce soit la gauche, l'extrême gauche, la droite ou l'extrême droite, alors qu'avant la consommation était un champ critique pour la gauche, c'était vraiment le champ de l'aliénation matérielle, hein, ça c'est depuis Marx et aussi dans les années 90, mais aujourd'hui tout le monde défend le pouvoir d'achat. Il y a personne qui va pas venir défendre le pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat est synonyme aujourd'hui de pouvoir d'être soi. Donc à La partir du critique du moment voilà, consumérisme s'est ramollie. elle s'est totalement ramollie parce que moi j'ai un peu plus de 40 ans et à la fin des années 90, qui était pour le coup, on avait eu 2 décennies avec les années 80 qui sont vraiment c'est la décennie qui commence à être chic et frime. C'est la figure du golden boy, c'est la figure aussi, Thatcher-Reagan, Ouais. c'est Wall Street en fait. Et en France, c'est un imaginaire avec Bernard Tapie, de l'homme Oui, d'affaires c'est vrai. qui fait du sport, qui est tout le temps en mouvement, qui est pourtant est de gauche. C'est Ouais, ça qui est, enfin, du c'est moins est vrai. présenté comme étant de gauche. Et les années 90, qui sont aussi, on va dire, un peu une radicalisation, hein, quelque part, de cette consommation-là, mais qui déjà se part de tout ce qu'on verra ensuite dans les années 2000-2010 avec le côté fluidité sexuelle. C'est Calvin Klein qui sort le premier parfum One ou Be, en fait, Ah oui. unisexe. C'est Benetton qui fait se fédérer les différentes ethnies au service de la consommation. Le même Benetton qui fait aussi des campagnes très chocs contre le sida, pour ce genre de choses-là. Donc il y a déjà, on voit que la consommation commence aussi à vouloir s'imprégner de ce discours politique qu'elle observe et qu'elle pressent comme de plus en plus friable et de plus en plus finalement donc appropriable par le champ consumériste. Mais il y avait quand même une sorte, du moins chez une certaine frange d'une jeunesse qui était de gauche en fait, une sensibilité en fait à cette omniprésence des logos, à cette omniprésence de la consommation, d'où le titre du livre culte de Naomi Klein qui était Nos logos. C'est aussi le début aussi des premières manifestations altermondialistes contre cette idée de surconsommation et avec une sensibilité aussi aux conditions de production. Avec, on parle beaucoup, Nike est alors au cœur de scandales parce qu'ils font travailler des enfants en Chine, ce qu'on appelait les usines de la sueur. Donc en fait, il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre, on n'est pas dupe. Donc on voit bien que le capitalisme, que le consumérisme en fait, avec ce grand talent qu'est le sien, en fait, réussit à absorber la critique, à absorber l'air du temps et à s'en faire finalement le porte-voix. Mais une partie de la jeunesse, surtout la jeunesse, en fait, il y avait cette sensation de se dire: «Mais, on n'est pas nous-mêmes des panneaux publicitaires, on n'est pas des hommes ou des femmes sandwich, faut arrêter de foutre des logos partout, faut, et» Il y avait une belle formule de Fabrice Adjal sur ça qui parlait des droits de l'homme sandwich. Oui, voilà. En disant nos droits de l'homme, ça ne peut pas simplement être le droit de se vendre en fait. Le droit de se vendre et de s'acheter. Et alors sur les exemples qu'on avait donnés en introduction, donc Airbnb, Vinted, et j'ai oublié le troisième moi aussi, Blablacar. Blablacar, ce qui m'intéresse, c'est que les gens voient ces évolutions uniquement de leur perspective sans comprendre ce que ça implique derrière. C'est-à-dire que on a une maison dans laquelle il y a une chambre en rab. Jadis, en effet, on aurait profité pour inviter des amis lorsqu'ils étaient de séjour chez nous dans notre ville, des proches, etc. Et là, désormais, ça devient sur une tableur Excel quasiment une sorte de manque à gagner à force de le sous-louer sur Airbnb. Donc ça, c'est la perspective du moi, en quelque sorte, qui est manque à gagner financier.
mais ils ne comprennent pas, alors que c'est pourtant assez logique, que ça veut aussi dire que lorsque vous irez visiter quelqu'un dans une autre ville, si lui-même a intégré la même logique que vous avez intégrée, ça devient non plus un séjour gratuit chez un ami, mais désormais 200 € pour les 2 nuits. Et ça marche dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire que on se dit, chouette, je gagne un argent que je n'aurais pas gagné avant, quels que soient les dégâts moraux, entre guillemets, ou de lien social que ça peut générer. Mais de l'autre côté, c'est les mêmes 200 € qui partent lorsqu'il s'agit de voir un ami si lui a intégré notre logique. Mais ça, cette capacité de voir ça en aller-retour est quasiment entièrement morte. Et avant de vous laisser réagir, on a parlé des publicités, c'est intéressant de contextualiser avec quelques chiffres pour que ceux qui nous écoutent sachent de quoi on parle. Vous dites que de 1950 à 1970, les budgets publicitaires font fois 20, je ne sais plus, quelque chose d'absolument délirant comme ça. Et dans les années 80, le français moyen était confronté à 200 publicités, 200 messages publicitaires. Et aujourd'hui, je crois que c'est 1200 ou 2000, ou quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, on a vraiment basculé, changé de dimension dans l'après-guerre assez rapidement sur quelques décennies. Et croire, qui me semble-t-il, une des prémices idéologiques de tout ce qui a été un peu l'école de Chicago ou un libéralisme classique, que cette publicité, surtout dans une telle quantité, n'aurait pas d'effet sur la communauté ou d'effet moral, d'effet idéologique, me semble, pour le coup, une lubie absolument délirante. Et pour terminer, les gens ont fait remarquer que les publicités à l'ancienne, ça nous paraît fou aujourd'hui, c'était un immense bloc d'informations. La voiture qui a 25 litres en capacité, qui peut aller à 130 km/h, et c'était un bloc d'informations. Bon. Et au fur et à mesure, ça a changé. Et l'exemple paroxystique de l'inverse, ça a été les publicités pour l'iPod dans les années 2000. On a juste des silhouettes qui dansent. Donc là, il n'y a pas d'information. Là, c'est vraiment qu'on est sur une émotion, un ressenti, un style, quelque chose d'ineffable. Donc, un peu une culture déjà. C'est ça, bah, c'est intéressant parce qu'il y avait eu un article dans Uzbek Erika, la revue, en fait, d'une jeune fille, en fait, qui parlait de sa jeunesse et qui à un moment donné disait: «Tiens, je retire un petit peu le fil de toutes mes madeleines de Proust», et elle se rendait compte, en fait, que tous ses souvenirs, qu'ils soient, mémoriels avec sa famille ou émotionnels, étaient reliés à des marques, étaient reliés à des logos, en fait. Donc c'était le paysage mental et on va dire, ouais, voilà, le paysage symbolique qui a été le nôtre. Et pour revenir 2 secondes sur les exemples de Vinted, de BlaBlaCar et surtout d'Airbnb, en fait, parce que c'était assez intéressant. Il faut revenir un tout petit peu sur comment nous a été vendu Airbnb au début. C'était ce qu'on appelait le couchsurfing et c'était, Michel Maffesoli dirait, c'était la grande utopie hédoniste un peu postmoderne de la collectivité où on va pouvoir voyager, on est des nomades et finalement, on va plus payer l'hôtel, mais quelqu'un va être très sympa, genre j'irai dormir chez vous et va nous chaleureusement nous accueillir. Donc en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais on nous parlait d'économie collaborative, d'une sorte d'économie du share en fait. Donc quelque chose de très positif, le retour du partage en fait, le retour quasiment de la mécanique Marcel Maussienne du donner, recevoir, rendre en fait. Donc mais sauf que c'est absolument pas ça qui s'est passé. Et c'est pas ça qui s'est passé aussi parce que finalement, ce donner, recevoir, rendre aujourd'hui nous paraît être quasiment de l'emprise psychologique, voire une manière de manipuler l'autre. Je tombais sur un article très intéressant qui parlait de ce qu'on appelle aujourd'hui la récession de l'amitié, parce que les individus ont de moins en moins d'amis. Ça, c'est un grand mouvement qui commence dès les années 80 et qui a surtout été, on va dire, en tout cas, pas étudié, mais documenté ces dernières années, parce que ça devient de plus en plus, en termes médico-social, tout simplement, de plus en plus grave. Et on voyait bien qu'aux États-Unis, le nombre d'amis pour un individu avait été divisé par 2, parfois par 3, et ce qu'on appelle surtout les amis proches, en fait, qui étaient venus quelque part remplacer ce qui était avant les protections rapprochées, qui étaient nos voisins, qui étaient, on va dire, le lien social, le tissu social qui donnait le sentiment de faire communauté. Qui a été ensuite après, voilà, c'était plus les amitiés subies, c'était les amitiés choisies. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'amitiés choisies parce que même on n'a plus d'amis. Et donc je reviens sur ce texte sur l'amitié où ils expliquaient, c'est assez marrant aujourd'hui, c'est assez marrant, c'est tristement marrant, c'est qu'on nous
demander à quelqu'un de: «Tiens, tu vas venir m'aider pour mon déménagement, samedi prochain. Tiens, est-ce que je suis désolé, est-ce que tu pourrais garder mon enfant, pendant 2 3 heures?» C'était ressenti aujourd'hui par les individus vraiment quasiment comme si on leur demandait en fait, on essayait de les manipuler pour profiter d'eux, parce qu'en fait l'amitié n'étant plus cet échange interpersonnel, «Je t'aide, tu vas m'aider, je vais te le rendre», c'est une dynamique circulaire, c'est une dynamique vertueuse. Mais en gros, les amis sont là quasiment aussi pour être des personnages, faire partie de notre paysage, on va dire, esthético-émotionnel, mais ne sont plus les personnes sur qui on peut compter, qui étaient venues remplacer, voilà, ces protections rapprochées. Donc c'est l'individu qui se fantasme comme une monade, mais qui surtout ne veut rien donner, en fait. Parce que, donner, c'est quelque part être quasiment, on a abusé de moi. Oui, oui, Et oui. on en reviendra peut-être ensuite après là-dessus, mais c'est aussi vrai aujourd'hui pour l'amour. C'est, Oui. quelque chose qui est de l'ordre de ça aussi. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. L'exemple qu'on a donné avec Airbnb se décline très facilement avec Vinted, qui est que oui, du coup, le pantalon que j'ai en rab chez moi, c'est désormais un manque à gagner de 5 à 10 euros si je ne l'ai pas vendu. Mais à l'inverse, du coup, je ne bénéficie plus. Ça se faisait beaucoup, encore un petit peu, mais les pyjamas de famille élargie dont ils n'ont plus besoin, qui donnent à leurs cousins quand ils les voient à une réunion de famille, plein de choses qui se faisaient beaucoup plus. Et là, désormais, bah, vous n'allez pas avoir votre manque à gagner de 30 euros parce que vous ne l'avez pas fait. Donc, et on ne comprend pas, encore une fois, que ça va dans les deux sens. Et sur la logique don contre don dont parle Marcel Mauss, je pense que ça va dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas qu'on exige d'eux parce que aussi ils n'ont pas envie d'exiger des choses des autres parce que c'est une position de dépendance. Quand on demande à quelqu'un de l'aide, il y a une forme d'humilité quand même. Il y a dire j'ai besoin d'aide. Bon, je ne suis pas capable de déménager tout seul. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Et ça, c'est déjà trop pour Narcisse. Il ne peut pas dépendre de quoi que ce soit. Ce que Lasch, sociologue et historien Christopher Lasch, euh, euh, met en exergue dans la culture du narcissisme, c'est pas tant en fait euh, est-ce que je m'apprécie ou pas, c'est d'abord un fantasme d'indépendance. Et c'est d'abord le fait que tout parle de moi. Parfois les gens s'imaginent, non, je ne suis pas narcissique parce que je suis assez inquiet, je me regarde dans le miroir, je ne suis pas très à l'aise avec moi-même. Oui, mais tout tourne autour de toi quand même. Donc la clé, c'est pas tant l'estime de soi que est-ce que tout autour de moi et aussi, surtout, la peur de la dépendance. Et ça, je pense que ça explique aussi une partie de l'effondrement du don contre don, c'est que je ne veux pas dépendre de vous et du coup, j'ai pas envie que vous dépendiez de moi parce que je sais que ça va dans les deux sens. Mmh. Mais ça, c'est super intéressant ce que vous dites parce que ce qui est intéressant avant, quand on avait, un problème financier, enfin un accident de vie, on allait demander aussi à ses amis: «Est-ce que tu peux me Oui. donner 50 euros? Est-ce que tu peux nanana?» Et puis à la fin, bah, grâce à tous ses amis qui on allait rendre évidemment, hein, eh bien, on arrivait à surnager, on arrivait à rebondir. Aujourd'hui, les gens passent leur temps à faire des appels aux dons pour financer tout et n'importe Oui, quoi, c'est mais vrai. ils le font non pas à leurs amis, mais à des communautés fantasmées ou à des, et ça va pour être tout et n'importe quoi. Des fois, c'est j'ai envie d'une nouvelle poitrine ou j'ai envie d'un nouveau menton ou de nouveaux pectoraux ou je dois déménager et on passe notre Oui. temps en fait à demander à une sorte de foule dont on fantasme qu'elle en a quelque chose à faire de nous et qu'elle nous doit en fait quelque chose ou du moins c'est de la charité en fait, c'est une sorte de charité de masse qui n'est plus en fait l'aide de proximité, tu vois? Oui, c'est très juste. Et ce que je trouve assez fascinant aussi, c'est comment la logique de cocon et le narcissisme s'imbriquent l'un dans l'autre. J'avais été frappé de voir, par exemple, que quand je travaillais sur la question de l'idéologie woke, le rapport que ces militants-là entretenaient à la figure de Shakespeare. C'est-à-dire que j'avais trouvé deux faits divers en apparence contradictoires et j'avais essayé de trouver le point commun entre les deux. Le premier, c'est la façon dont on m'avait enseigné Shakespeare. Donc, j'étais dans une école anglaise euh, où là, les cours d'anglais étaient vraiment très, très, très militants. C'était assez impressionnant, beaucoup plus qu'encore aujourd'hui, je pense, en France, en études de genre à la Sorbonne, euh, dans lequel on m'expliquait que Shakespeare était un pionnier de la cause transgenre, parce que dans la pièce, je ne sais pas quel est le nom en français, mais As You Like It, il y a une fille qui se déguise en homme temporairement pour duper quelqu'un. Bon. Et à l'inverse, ça c'est plus répandu,
dans d'autres cours, ou sur Twitter, ou dans des livres, Shakespeare était un misogyne affreux, raciste, esclavagiste, etc. Et c'était globalement la même sociologie qui me disait les deux. Donc je me suis dit, quel est l'espèce de point commun entre les deux? Et dans le fond, le point commun, et que j'ai réussi à comprendre grâce à Lâche, c'est le narcissisme, qui est, il faut que le monde extérieur, en l'occurrence les grands classiques, tombent d'accord avec moi. Auquel cas, vu qu'ils ont le grand talent de tomber d'accord avec mes idées, j'ai le droit de les garder sur leur piédestal. Pas plus haut que le mien, mais quand même. Et par contre, si le monde extérieur vient contrarier mes désirs, mes idées, mes causes, à ce moment-là, je fais tomber la statue et j'annule. Et le moi doit soit absorber, soit annuler, quoi. Et l'idée que je vais confronter les grands classiques, qu'ils vont être en désaccord avec moi, et que néanmoins ça reste des grands classiques, ça c'est la troisième voie qui est inaudible pour le monde narcissique. Mmh. Bah oui, parce que c'est, le cocon, en fait, c'est pour ça, c'est pas que la passion de la domesticité, mais c'est surtout, voilà, cette espèce de rétrécissement du monde et cette quête incessante, en fait, de sécurité, de bien-être et de confort. Oui, oui. Et parce que dans un monde de plus en plus, voilà, qu'on pressent en tout cas de plus en plus, voilà, comme cette promesse de demain ira bien n'existe plus et cette promesse de tu vas pouvoir, finalement, t'inventer et on t'en donne les moyens aussi au niveau, on va dire, social et politique. Et ben, ces 2 grandes promesses-là étant de plus en plus, on va dire, mises en doute, en tout cas mises en difficulté, bah, il y a un rétrécissement du moi. Ça, Lâche aussi en parlait très bien dans The Minimal Self, hein. Ouais. C'est le moi qui se rétracte comme un noyau dur et dans une posture très défensive, en fait, vers une Qui n'est plus conquérant. voilà, tout à fait. C'est, le moi, en fait et surtout, voilà, c'est qu'en fait, c'est aussi pour ça cette passion de l'identité, c'est on dit souvent: «Tiens, la reconnaissance, mon identité», mais c'est pas nous-mêmes qui nous reconnaissons, en fait. On attend des autres. Voilà, on se dit jamais, «Tiens, je ne me reconnais pas». C'est quelqu'un d'autre qui te connaît, qui va te dire à un moment donné: «Tiens, je te reconnais pas». Parce que l'identité n'existe qu'à travers cette dialectique de l'autre. Bien Et sûr. aujourd'hui, on est dans un fantasme, en fait, d'une dialectique, d'une identité, en fait, qui serait celle du miroir, mais qui traduit, en fait, une immense fragilité, qui n'est pas du tout, en fait, qui n'est pas du tout celle c'est pour ça que c'est parfois mal compris aussi cette idée de narcissisme. Le narcissisme chez Lâche, voilà, c'est, comme vous le disiez très bien, c'est pas forcément quelqu'un de très conquérant, c'est quelqu'un de très incertain qui a l'impression en fait d'être le héros un peu raté de sa vie, enfin d'une vie un peu ratée. Et ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a ça vient souvent sur les réseaux, il y a le syndrome du main character, Oui. du personnage principal. Et ouais, ouais. Voilà, et le personnage principal, ça doit être nous. Et sinon, on est un PNJ, un non-joueur en fait de jeux vidéo dont on marche voilà, contre un mur en fait sur lequel on Les bloque de Anglais disent manière NPC, perpétuelle. ouais, Exactement. non-playable character, NPC, oui. Tout à fait, parce que c'est la grande angoisse en fait de notre temps, parce évidemment qu'on est tous un peu des PNJ quelque part de la vie, parce qu'on n'a pas de maîtrise sur tout, on n'a pas de contrôle sur tout, l'autre parfois va nous mettre en inconfort, va même nous renvoyer en fait des choses négatives, va même parfois se montrer hostile envers nous, et toute cette complexité qui faisait la complexité de la société en fait aujourd'hui est de moins en moins admise, et de moins en moins et de plus en plus vécue sur un mode, on va dire, fragile-agressif, non pas passif-agressif, mais fragile-agressif en fait, parce qu'on oscille toujours nous-mêmes sur sur ces 2 pôles en fait, où on est à la fois bourreau et victime de manière permanente, sans même nous en rendre compte en fait. Mais on se rêverait plutôt comme victime, mais on est aussi très souvent bourreau. Et en fait voilà, c'est la culture du cocon, cette impossibilité finalement aujourd'hui de plus en plus folle et qui a aussi beaucoup à voir avec la diffusion des valeurs jeunes au sens de jeunisme en fait, Donc les jeunes ont toujours raison par définition. ouais, voilà, en fait, l'invention on va dire des jeunes comme un mouvement social, comme une sorte de On a, catégorie homogène qui serait celle en fait de la fluidité, de la nouveauté, de la créativité, du progrès en fait, voilà. oui, C'est oui, c'est oui. c'est venu prendre finalement un petit peu le relais de ce mythe du progrès-là, mais sauf qu'en fait, c'est pas tant les jeunes qu'on valorise qu'un esprit jeune qui fait que, très concrètement, par exemple en entreprise, c'est marrant, on est un junior jusqu'à 35 ans et on est un senior à 45. Parce on pousse cette idée en fait de jeunesse, mais tout en ayant en même temps, quelque part, plus aucune, valorisation pour ce qui est de l'ordre de la connaissance, de l'expérience, de la transmission. C'est fantasmer finalement, voilà, une dynamique de société. Surtout avec un côté en plus très, on va dire, faussement progressiste, parce que quand on peut pas être contre la jeunesse, on peut pas dire les jeunes sont, les jeunes ont tort, et ça se voyait beaucoup quand a émergé la figure de Greta Thunberg. C'est qu'en fait, elle venait enfin, personnifier en fait une génération qu'on fantasmait, éco-friendly, C'est vrai. alors qu'on se rend compte que voilà, on va y revenir, mais qu'en termes de consommation, une marque comme Shein, qui est aujourd'hui devenue la première marque de textile, en France,
les conditions de production sont lamentables, c'est de la fast fashion, mais poussée à son paroxysme. Voilà, donc la dimension existentielle, voilà, de la consommation qui se révèle énormément là-dedans. Mais en fait, voilà, elle venait donner finalement un visage à cette génération-là qu'on rêvait totalement éco-friendly. C'est aussi les 18-25 ans sont aussi les plus grands mangeurs de viande. Ça qu'on l'oublie aussi, c'est assez amusant. Et, On a reçu ici Jean-Pierre Le Goff, on a pas mal parlé de 68, et c'est intéressant de voir que déjà c'est vraiment là où le jeunisme a atteint son apogée, en tout cas là où ça a commencé, et ça a installé une dynamique culturelle encore présente aujourd'hui. Donc je disais en rigolant un peu que la formule hockey boomer était très boomeuse, donc parce que ça vient de là. Et aussi, ce qui vous donne raison sur le jeunisme, c'est que si dans l'espace public, et tout le monde joue un peu à ça, vous essayez de faire passer vos idées, une bonne façon de le faire pour les rendre séduisantes, c'est de dire les jeunes pensent que. Parce qu'elles sont attachées d'une aura de nouveauté, et dans un contexte où on a encore un peu, quelles que soient les catastrophes du XXe siècle, cette idée de sens de l'histoire, on aime bien placer ces idées dans la jeunesse pour pouvoir dire que c'est celle de demain, donc que c'est l'avenir, et l'avenir c'est très bien, donc nous on est très bien, nos idées sont bien, et il y a une espèce de continuum mental qui est effectué là-dessus. Et sur le main character syndrome, c'est drôle, il y avait eu des gens qui avaient travaillé sur ce qu'ils appelaient le Truman Syndrome, qui était basé à partir du film Le Truman Show, où là forcément il n'y a qu'un seul vrai personnage dans ce très beau film, et tous les autres sont des acteurs, donc qui n'ont pas d'agentivité propre dans la mesure où il y a un script. Mais lui, c'est le seul vrai personnage, et il finit par voir, il veut prendre un ascenseur, et puis il se rend compte qu'il y a des gens derrière qui baissent le rideau pour pas qu'on voit ce qu'il y a derrière. Et ce qui d'ailleurs a aussi capté, peut-être que c'est un autre sujet intéressant, le film Le Truman Show a capté aussi la tendance déjà vers la télé-réalité. Il est dans une télé-réalité, c'est le personnage principal. Et également vers le complotisme, qui est arrivé après, qui est le monde extérieur, est manipulé par des forces qui, alors dans le Truman Show c'est ambigu, mais globalement me veulent pas vraiment du bien, ou en tout cas en rapport instrumental à moi. Le monde extérieur est manipulé et factice. Et seul moi, ou parfois une petite communauté, il y a une espèce d'élitisme du bas dans le complotisme, seul moi ai-je compris qu'il y avait un mensonge qui régissait ce monde. C'est quasiment, on pourrait dire, pas païen, mais quel est le bon terme, l'hérésie, je ne sais plus quelle hérésie chrétienne, où c'est un mauvais démiurge qui a créé le monde. C'est pas un Dieu bon et Dieu vit que cela a été bon, c'est un mauvais démiurge qui a créé le monde, et donc le monde qu'on a autour de nous est mauvais et créé par un système un peu angoissant. Et donc vous parlez pas mal de complotisme un peu en passant dans vos ouvrages. En quoi est-ce que la logique de cocon favorise, de façon assez paradoxale, je dirais, des grilles de lecture complotistes vis-à-vis du monde extérieur? Bah, disons que, à partir du moment, voilà, où on cultive cette posture de grand ordonnateur de nos petits mondes, et qu'on a de plus en plus de mal donc à créer cette dialectique entre ces petits mondes-là et le monde extérieur, il faut à un moment donné réussir à recerner des contours. Il faut, recréer une trame, il faut recréer en fait une sorte de vérité personnalisée. Ça va aussi dans l'idée de personnalisation. C'est qu'à un moment donné, tout doit être, quelque part me faire écho, ou du moins être à on va dire, À mon image. à mon image en fait, mais, à mon image, mais dans le sens où moi j'ai compris aussi ce qui était en train de se jouer, et cette vérité là, là il y a une grande vérité qui passe aux 20 h, mais c'est pas la vérité, c'est pas ma vérité. Et à Oui. partir du moment où en fait, où on personnalise le monde à outrance, et qu'on a cette promesse de personnalisation, un petit peu dans tous les champs de notre existence, ou du moins cette illusion, cette quête complètement illusoire et tout à fait névrotique, et qui rend les gens très malheureux, hein, c'est, eh bien la vérité doit aussi y passer. C'est qu'à un moment donné, il va avoir ma vérité. Ça ressemble à un titre de mauvais livre, Ma vérité, mais c'est un petit peu ça en fait, quoi. Une mauvaise chanson de Cabrel, éventuellement. Oui, voilà, tout à fait. Et il y a aussi quelque chose dans la logique complotiste, en fait, qui est un des grands syndromes, à mon sens, de l'ère du temps. C'était Michel Pastoureau, il racontait comment, à la fin des guerres de religion, en fait, bah, les chevaliers n'ayant plus de guerre à mener, faisaient des grands tournois entre eux, s'inventaient des guerres, s'enromançaient. Lui, il parlait de l'enromancement du monde. Donc, en fait, vu qu'il n'y avait plus de vraie lutte à mener, eh ben, on allait jouer. En fait, il y avait cette dimension
qu'on peut trouver ludique, mais qui est un ludisme un petit peu malade, qui est un ludisme en fait un petit peu désespéré parce qu'il vient révéler finalement que, bah, le jeu a pris le pas sur la vie en fait. On est dans une sorte de ludictature si on voulait faire un petit jeu de mots, quoi. Et c'est, Et ce qui est drôle, c'est que Le Goff nous disait que c'était déjà un des syndromes de 68. Alors que 68, l'événement a quand même fait l'histoire de France à certains égards. C'est de fait un chapitre dans les livres d'histoire quand on l'enseigne aujourd'hui aux jeunes. Mais c'est aussi venu du fait qu'on avait une génération qui entendait en permanence chez ses parents la vraie histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Grande Guerre, toutes les guerres du 19e également, et qui baignaient dedans. Et eux, ils se disaient, bah, déjà, ils commencent à nous barber avec leurs vieilles histoires. Nous aussi, on aimerait faire de l'histoire. Et donc, ils l'ont faite quasiment ex nihilo. Et le truc amusant, c'est que derrière, il y a eu des espèces de parodies de 68 qu'on a essayé de refaire après, qui étaient elles-mêmes déjà une tentative de faire l'histoire à partir de rien. bah, les lois de Vaquet en 86 Oui, exactement. quand ils mélangent d'ailleurs les 2 dates qui se font écho en disant: «Bon, bah, voilà, c'est une nouvelle jeunesse». On l'a fait aussi au moment du CPE, hein, où d'un seul coup, c'était la jeunesse pareil, qui de manière collective et unanime, en fait, se battait contre, Dominique de Villepin qui voulait en fait les mettre tous au chômage ou dans une situation de fragilité économique, pas possible. Mais la petite différence avec 68 quand même, c'est alors certes, ils voulaient la faire, mais il y avait encore une agentivité C'est vrai. comme vous dites, ils l'ont faite. Donc Ils l'ont quelque part, faite, ouais. on va plusieurs versions de l'histoire. Mon grand-père me dit que c'était ça la vraie histoire, mon père me dit que c'était ça. Moi, je vais quand même la faire. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve, et c'est pour ça, pour refaire le lien avec le complotisme, c'est que, il y a aussi quelque chose d'un peu émouvant, moi je trouve, dans le complotisme, c'est que c'est cette notion d'enromancement qui fait que dans un monde que je n'aime pas, que je trouve très, très angoissant, que je trouve, eh bien, à travers une logique de la fiction et du jeu, eh bien, je vais essayer de l'enromancer. Je vais essayer d'inventer d'autres récits, d'autres mythes qui sont complètement fallacieux et dont on voit même qui peuvent être dangereux, hein, parce que on a bien vu ce qui se passait avec le Pizzagate quand le type est débarqué Oui. pour aller chercher des enfants imaginaires au fin fond d'une cave imaginaire qui aurait été au milieu d'un grand trafic de pédophilie. Donc on voit qu'en fait il y a quand même une sorte de choc avec le réel qui peut se faire dans cet enromancement. Mais il y a quelque chose d'un peu quand les gens qui encore à l'époque, à l'époque de Kennedy ou de la Lune, en fait, pensaient mais non, on n'y a pas été. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre, en fait, quasiment un peu post-poétique. Aujourd'hui, ça s'est énormément radicalisé. Moi, j'ai vécu ces années-là parce que j'étais jeune enfin, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans pendant le 11 septembre. J'ai vu Thierry Messant arriver chez Thierry Ardisson, qui était donc l'émission, c'était Tout le monde en parle et qui, de manière très sérieuse, en fait, venait donc présenter son livre «L'infroyable imposture», qui disait que donc il n'y avait pas eu d'avion qui avait été jeté sur le Pentagone. Et je me souviens qu'à l'époque, tous mes camarades de fac, étaient excessivement troublés, ils croyaient dur comme fer, et, et quelque part se doutaient. Et l'autre jour, je lisais sur les réseaux, parce que je suis évidemment aussi pas beaucoup de gens, et je me disais, il y avait un homme qui disait: «Je suis trop fier de mon fils, qui a 13 ou 14 ans, il a eu un cours sur la Seconde Guerre mondiale avec son prof d'histoire, et il est revenu en disant: "Ouais papa, c'est complètement claqué ce qu'il nous raconte"». Et on est en train de se rendre compte qu'il y a une reproduction parce que voilà, c'est, ce père-là, et ça pourrait être moi, c'est un homme qui avait, on va dire, fin d'adolescence, post-adolescence en 2001, et qui a construit on va dire, toute sa construction intellectuelle à travers ce contre-récit de manière permanente. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, ils les transmettent à leur enfant adolescent. Donc ça crée quelque chose d'assez vertigineux, en fait, où on est en train de passer, en fait, de génération en génération à des alter-récits qui n'ont plus du tout cette fonction de jeu, d'enromancement, de poétisation, quelque part, du monde, mais deviennent de plus en plus celles des vérités personnalisées. Et, On pourrait parler de co-complotisme. ouais, mais tout à fait, exactement. Et c'est marrant parce que vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la Red Team qui est organisée par le ministère des Armées, où en fait ils réunissent des écrivains de science-fiction pour imaginer en fait les scénarios pour nous préparer à ces guerres qui arrivent en fait. Oui. Donc ils écrivent à travers des bases anthropologiques très réelles en fait, qu'est-ce qui pourrait arriver. Et il y en avait un qui s'appelait Chronique d'un désastre annoncé, où dans les années 2020-2030, un peu comme dans la nouvelle d'Edward Morgan Foster, La machine s'arrête, en fait, se retrouvent enfermés dans des vrais technococons où ils peuvent voir le monde extérieur simplement comme ils le veulent. Donc en fait, chacun a ses vies pendant des décennies on va dire, dans ses bulles personnalisées,
Et dans leur scénario, en 2040, il y a une attaque bactériologique. Donc en fait, il y a les forces armées de l'État qui doivent aller sauver leurs compatriotes. Et les compatriotes, en fait, se battent contre eux parce que ils les reconnaissent pas, parce que eux, ce n'est pas ça qu'ils ont vu. Et à un moment donné, ensuite, il y a, voilà, donc c'est le chaos. Et ensuite, l'après étape, ça va être la sécurisation du réel. Comment revenir à un réel partagé parce que le réel ayant été totalement atomisé, personnalisé, avec cette logique-là de protection et de besoin de quand même d'avoir voilà, quelque chose dans oui, voilà, ce ressort égotique en fait finalement qui fait que moi j'ai compris, qui fait que moi Oui. je cerne le récit et je vois le monde tel qu'il est. On me l'a fait pas à moi quelque part. Oui, ça c'est Et très ben important. c'est voilà ça. Alors évidemment c'est de la science-fiction. Évidemment que c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça l'est de plus en plus parce que je me disais: «Tiens, ça va être la première génération, à partir du moment où le complantisme est devenu pop, est devenu Ouais. une sorte de pop culture». Ouais, bien sûr. C'est, voilà, bah, on transmet avant on transmettait, ces disques musicaux ou les livres qu'on avait aimés, Oui. maintenant ça va être ces récits, Ou un ces récit alter-récits. historique commun en Oui, partie. voilà, tout à Voici notre histoire. Mmh. Et là, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, une filiation dans le complotisme ou dans un contre-récit. Et sur ça, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point dans ces communautés-là, il y a cette idée qui n'est jamais explicitement formulée comme telle, mais ce paradoxe, c'est quand même de dire la preuve que je dis la vérité, c'est que moi, je vous dis que tout le monde vous ment. Il y a espèce un peu un truc quasiment 68 art sur l'aspect la preuve que je suis une autorité, c'est que je vous dis qu'il n'y a pas d'autorité. Ou une espèce de posture dissidente, transgressive, qui fait que le naïf et l'émerveillé ne font qu'un, et que, à l'inverse, le cynique et le lucide ne font qu'un aussi. Et je crois que la phrase que vous avez sortie, qui est à moi, on ne la fait pas, ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que vraiment, il y a une espèce de fascination qui est d'ailleurs enseignée dans nos écoles, c'est un peu le paradoxe, qui est de l'esprit critique, qui fait que personne ne veut être celui qui en est dépourvu. Et la preuve que c'est une posture qui, sur le long terme, peut nous jouer des tours, c'est que dans les contextes complotistes, vous ne pouvez jamais aller trop loin dans ce cynisme anti-mainstream, entre guillemets. Donc la personne qui va vous dire « je ne pense pas que nous sommes allés sur la Lune », c'est une blague qui est beaucoup circulée sur les réseaux sociaux, l'autre peut lui répondre « la Lune », point d'interrogation, histoire de dire « ça, vous y croyez vraiment ?» Et là l'autre sera obligé de surenchérir en disant « non, non, mais, oui, d'accord, c'est sans doute un hologramme, en effet, vous avez raison, etc. » Et c'est intéressant de voir, il y a une espèce on est toujours menacé d'être débordé sur son cynisme et sur son esprit critique dans ce contexte-là. Et on est obligé de suivre dans cette direction-là pour ne pas devenir le naïf à qui on l'a fait, parce qu'à moi, on ne l'a fait pas, pour le coup. Oui, tout à fait et puis vous avez raison on va dire cette culture un peu de la fausse transgression et Oui. ou, Malgré le silence des médias. ouais, tout à fait. Les Mais petites qui punchlines comme ça, on a été censuré, donc dans le fond, on a raison. exactement, mais bah, c'est ce que, vous êtes peut-être un peu trop jeune pour l'avoir vraiment, regardé comme la ou compris l'importance que ça pouvait avoir à l'époque, mais Les Guignols de l'info sur Canal, qui était, à la fois une chaîne excessivement commerciale et qui s'est créée dans les années, fin 80, début 90. L'esprit canal, oui. Oui, voilà, qui était celle en fait, en gros, bah, pareil pour la Fnac, hein, ça s'est construit de la même manière. On est à la fois transgressif, on est à la fois, pas comme, le capitalisme à la papa, mais en même temps on fait énormément de capitalisme et Ouais. on est là pour, évidemment, on est la société du spectacle, quasiment, stabilo-bossé tellement Oui, c'est oui, la oui. société du spectacle. Mais tous les soirs, avec ces marionnettes-là qui étaient, plus ou moins drôles, hein, c'est aussi ça a un peu, quelque part créé cette culture du complotisme pop parce que l'homme politique qui parlait aux 20 heures, en fait, on se foutait de sa gueule le lendemain en lui faisant dire, en fait, ce qu'il ne disait pas. Donc en fait, toute cette culture, voilà, du sous-texte qui fait qu'aujourd'hui, un type comme Bruno Gassio passe son temps sur les réseaux d'ailleurs à être, le complotiste qu'il est, en fait, donc se révèle aussi, mais il y avait l'idée à l'époque de la World Company. Donc en fait, Le Monde, qui est une grande entreprise et qui joue contre ses citoyens, qui joue contre les pauvres, qui crée des guerres partout. Et en gros, ce que disaient les Guignols tout le temps, c'était pas tant se moquer des hommes politiques, c'était en gros se moquer d'une sorte de vérité officielle, qui était forcément en fait une vérité qui était pleine de trous et qui était pleine d'ombre, parce qu'il y avait quelque chose à lire en fait, et eux nous donnaient à lire. Donc c'est vrai que
Donc je suis pas du tout en train de les traiter, de dire, c'est à cause des Guignols que Non. les gens sont très, très complices aujourd'hui, mais il y avait quand même cette dynamique-là encore avec avec un côté très enfantin. Oui, Donc il y oui, avait oui. aussi cette logique de l'enfance, en fait, parce que quand on est enfant, on s'invente des histoires, donc voilà, Il y a un peu, je dirais, une culture du ricanement, peut-être. Il y a quelque chose de, un peu dans la dérision, ouais, bien sûr, ouais. dans laquelle on est encore en bonne partie, hein. Ça, on l'a pas perdu, je pense. C'est pas partie des choses qui se sont trop retournées. Alors après, il y a la sursensibilité qui fait qu'on n'aime pas qu'on ricane de nous et de nos identités particulières. Donc les deux rentrent en tension, mais je trouve qu'on a encore cette culture du ricanement. Et je trouve ça intéressant de l'analyser peut-être dans une perspective, disons, dans un contexte libéral, qui est de dire on ne peut pas être d'accord sur des affirmations communes. Et les premiers théoriciens libéraux, d'ailleurs, sont assez clairs là-dessus. Mais en creux, on est d'accord sur le mal qu'on fuit. Donc la guerre civile, souvent, chez Hobbes par exemple, l'arbitraire, ne pas séparer l'Église et l'État, c'est des choses, voilà, c'est le monde d'avant. Nous, on est là sur chacun privatise ses valeurs et son affirmation est individuelle. Mais vu qu'on a quand même, étant des êtres d'imitation, un besoin de commun, le commun passe du côté du négatif et donc on a des ricanements communs peut-être. On a un bouc émissaire du jour, on a un annulé du jour et on a un lynchage qui nous réunit en quelque sorte. Et le ricanement, il y a quelque chose là-dedans. Il y a l'homme politique qui a fait un mauvais JT, qui a fait une bourde et on va tous rire grassement un bon coup ensemble pour nous réunir. Ouais, ouais, le ricanement crée du lien et C'est ça. et permet aussi finalement de pas trop avoir à réfléchir. Parce que le ricanement, en fait, c'est Oui, quelque c'est chose vrai. de réactionnel. C'est, Oui. c'est pas, c'est différent de l'ironie quelque part, parce que, l'ironie, il y a une dimension où, on a compris et quelque part on explique avec une sorte de dérision, mais qui n'est pas, le ricanement, c'est un peu la posture du petit malin qui pense avoir tout compris et Mhm. qui fait: «Ha ha!» Donc Oui. c'est, Bah, à lui, on lui a fait pas. C'est la exactement même de logique. la même manière, ouais. Alors, on m'a dit quelque chose sur la civilisation du cocon, et j'aimerais vérifier ça avec vous, qui était qu'initialement, vous vous êtes lancé dans ce sujet en vous imaginant, notamment pendant le confinement, que les gens seraient très malheureux. Parce que de fait, si on se projette il y a quelques années, on s'imagine que des gens enfermés à double tour chez eux, ce serait une catastrophe, et qu'en fait, en interviewant des gens, en discutant avec eux, vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient ravis, que la porte était sans doute fermée de l'intérieur et pas de l'extérieur, si je puis dire. Est-ce que ce cheminement-là a eu lieu, où vous êtes parti le stylo au fusil, si je puis dire, en disant je vais trouver des gens malheureux, et vous avez trouvé que des gens heureux globalement? Et bah, pas du tout en fait, c'est la civilisation du cocon, je l'ai commencé en fait bien D'accord. avant 4 mois Ah oui, avant le confinement et incroyable. c'était la suite en fait dans mon précédent ouvrage, donc sur les générations, où j'avais essayé d'ausculter un petit peu cette obsession de la jeunesse, cette obsession des générations, d'essayer de comprendre en fait pourquoi ça revenait de manière cyclique aussi, et pourquoi tous ces liens entre la politique, le marketing, et donc la culture jeune des générations, et tous les stéréotypes qui y sont afférents. Et il y avait quelque chose qui revenait souvent, Bret Easton Ellis en avait parlé, c'était la génération chuchote, Mm. une génération exagérément fragile qui avait besoin de se protéger dans des safe spaces, qui voulait des trigger warnings pour tout. Donc c'est des petits avertissements pour nous dire attention, trauma alerte, Oui, oui, oui. si tu vas peut-être te sentir inconfortable, donc on te prévient. Et d'ailleurs qui sont aujourd'hui complètement massifiés, qu'on ne Oui. pose absolument pas question. Il suffit de mettre un film sur Amazon Prime, on nous dit déjà qu'il va y avoir du tabagisme, peut-être un suicide et compagnie. Donc en plus on a eu quelques éléments de l'intrigue Oui, c'est vrai. alors qu'on n'avait rien demandé. Mais C'est voilà. vrai, c'est vrai. Mais pour revenir, en fait, donc le cocon, c'était sur cet angle mort que j'avais pas assez traité, que j'avais pas traité dans le précédent, en me disant: «Mais est-ce que finalement, oui, il y a un vrai effet de génération avec cette fragilité?» Et donc je me suis rendu compte parce que avant d'écrire, je passe beaucoup trop de temps, en fait, à lire avant d'écrire. Enfin, je suis pas quelqu'un qui a cette capacité-là d'écrire de manière Quel est ce quasiment, profil de gens qui écrivent plus qu'ils ne lisent, c'est ouais, pas terrible. omniscient, donc c'est pour ça qu'ils sont assez courts aussi, derrière mais en fait, voilà, cette fragilité-là, je me posais donc la question: est-ce que c'est un effet de génération ou un effet d'époque? Et je me suis rendu compte qu'évidemment, il y avait une incarnation générationnelle qui pour moi se mêle avec l'effet d'époque et l'effet d'âge, parce qu'on peut aussi se sentir un peu plus fragile parce qu'on a beaucoup moins, voilà, de contrôle sur son existence, et on est en construction identitaire, on va dire aujourd'hui, de 15 jusqu'à 30 ans même. Mais donc voilà, et donc je m'étais dit: «Tiens, c'est vrai qu'il y a une passion du safe, il y a une passion de» De la sécurité, voilà, ouais. Ulrich Beck parlait de la société du risque, on avait eu le principe de précaution qui venait remplacer
remplacer le principe de responsabilité d'un jeunasme et le principe de précaution qui était devenu la nouvelle boussole civilisationnelle depuis le sommet de Rio. J'étais là, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le principe de précaution n'est plus une boussole institutionnelle, mais une boussole existentielle et qu'on l'applique en fait à tous les champs de notre existence, qui fait qu'on a vraiment besoin de voilà, la sécurité, la première des libertés, quelque part. Et alors, Excusez-moi. Et donc, en fait, le confinement arrive et je me dis, tiens, j'étais à la fois je suis passé par des phases émotionnelles aussi, parce que je me disais, pour le coup, ça va ou me donner raison ou complètement me donner tort. Oui. Mais en tout cas, c'est un stress test à l'échelle mondiale. Oui. Donc, c'était très ambivalent. C'est que je pensais qu'à un moment donné, je me rendais compte, en fait, en suivant les réseaux, en discutant avec des amis, qu'il y avait à la fois il y avait une grande peur et quelque chose, en fait, de très mal vécu, mais qui avait plus à voir avec de l'ordre vraiment purement sanitaire des premiers temps où on avait peur de la maladie, ce qui est bien normal, surtout dans une ère où quelque part la santé a remplacé le salut, hein, donc on Oui. veut à tout prix être en bonne santé. La santé comme nouveau sacré. Oui, tout à fait, ouais. Bah, ouais, avant c'était le salut, maintenant on cherche la santé. Mais je me rendais compte aussi, à travers aussi des articles, à travers aussi des sondages qui commençaient à sortir, qu'il y avait une part, alors déjà la majorité des gens le vivaient plutôt bien, mais surtout il y avait aussi toute une part qui vivait mieux, qui d'un seul coup, en fait, dans cette pause civilisationnelle forcée, avaient quelque part aussi pu personnaliser leur temps. On avait un rapport au temps, le continuum s'était brisé et on pouvait se réapproprier le temps et je voyais aussi, parce qu'après on a eu plusieurs confinements, mais qu'il y avait plein de personnes qui exprimaient beaucoup d'inquiétude à l'idée de renouer avec cette altérité grouillante, Oui. avec une vie La peur de ressortir de la tanière. ouais, bah, une sorte de syndrome de la cabane en fait Ouais. qui, et d'ailleurs je donne l'exemple en fait d'une spéléologue qui était très connue dans les années 90, qui avait fait en fait elle, pour étudier les rythmes chronobiologiques en fait, avait passé plusieurs mois, enfermée, au fond d'une grotte et ce qui était très intéressant parce qu'ensuite quand elle a eu une vie ensuite a priori parce qu'elle s'est suicidée, mais c'est que tout ce qu'elle racontait dans ces différentes phases émotionnelles, parce qu'elle en avait fait ensuite un livre qui s'appelait Dans mon trou, au fond du trou pardon, c'est qu'en fait c'est exactement ce qu'on voyait, avec ce qu'on avait vécu nous en termes de confinement. Au début, on se sentait un petit peu mal, un petit peu angoissé et puis d'un seul coup on prend nos marques et là on se sent de mieux en mieux. Oui. Et elle-même disait, quand elle était au fin fond de sa grotte, qu'on lui disait: «Attention, tu vas revenir d'ici 2-3 semaines» et elle était paniquée à cette idée-là. Elle se disait: «Mais je suis pas sûre en fait d'avoir envie de remonter». Donc il y avait c'est aussi pour ça, c'était aussi pour, signifier et montrer qu'en fait toute cette logique très mortifère du cocon et qu'en fait à force de chercher de la sécurité et le confort et le bien-être comme ça de manière quasiment pathologique à la fin, hein, parce que c'est quelque chose d'excessivement mortifère, parce que ça nous sursensibilise, ça casse nos ressources psychiques pour affronter finalement l'altérité, et pour être en action, tout simplement pour se mettre en mouvement, parce que le confort c'est Robert Cassel qui montrait ça, c'est qu'à partir du moment où on monte à un certain degré, en fait, chaque fois qu'on va baisser un tout petit peu de degré, ça va être ressenti comme une grande insécurité, quand bien même on a plus de sécurité qu'avant. Voilà. C'est un peu le paradoxe de l'égalité de Tocqueville, mais appliqué à la sécurité. C'est que plus on en a, plus on a le sentiment qu'on va le perdre et que ça va s'effondrer. C'est une dynamique cannibale en fait Oui. qui fait que plus on mange, plus on a faim. Et puis à un moment donné, on t'enlève une partie de ton assiette, tu as l'impression que tu vas mourir de faim. Je voulais citer des chiffres que vous donniez qui me paraissent très importants. Le jour de l'annonce du second confinement, on apprenait que 77% des Français se déclaraient favorables à cette décision gouvernementale. Dès le 1er novembre 2020, 71% se disaient prêts à accepter un prolongement de la mesure. Ce que je trouve important avec ça, on en a parlé ici un peu avec Pierre Manant, aussi en liant ça à Hobbes et l'importance de la sécurité individuelle dans le paradigme hobbesien qui, je pense, est un peu encore le nôtre aujourd'hui. Il n'y a pas du tout, dans le fond, eu de critique massive, quelle que soit l'influence du complotisme, des confinements. C'est-à-dire que c'est pas comme le gilet jaune où là, pour le coup, une espèce de mouvement qui part du bas et qui a 80% de taux d'adhésion pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que vraiment, là, on a un truc où il y a quelques intellectuels qui font quelques tribunes pour dire bon, les libertés individuelles, bon, c'est pas terrible, c'est pas une vie très chouette, etc. Mais globalement, ce qui vous donne raison, c'est qu'on avait une culture qui était prédisposée à accepter ça dans le fond et au nom de la sécurité individuelle, à tout lâcher. Et vous montrez, et c'est là où vraiment on rejoue le premier moment hobbesien fictif dans la réalité, que l'affirmation je suis prêt à céder une part de mes droits pour plus de sécurité avait augmenté. Et donc là, c'est vraiment le premier moment hobbesien qui est bon, on est dans un état de nature où les gens s'entretuent. C'est
très imprévisible et très instable parce que je peux me faire tuer à peu près n'importe quand. En tout cas, d'autres individus imprévisibles agissent et rôdent autour de moi et sont dangereux. Et donc, la bonne solution, c'est de lâcher un peu de sa liberté à l'État et pour être plus protégé, quoi. Le contrat social, le deal, c'est ça, en fait. Et là, il y avait une pandémie, donc quelque chose d'hostile et extérieur. Je suis prêt à lâcher beaucoup de mes libertés à l'État pour être mieux protégé. Et on a rejoué ce même moment une seconde fois. Et de façon totalement hystérisée en plus, parce que Oui, c'était, et même au fur et à mesure que le taux de létalité des nouveaux variants baissait, c'est ça qui est intéressant, c'est que même sur les confinements d'après, ils ont globalement été très très respectés. Il y a eu quelques petites exceptions, mais globalement ça s'est tenu. Ce qui montre qu'on est encore une fois sur un phénomène culturel massif et pas quelque chose de niche, seulement présent dans les grandes villes, comme c'est souvent le cas quand on fait de la sociologie. Ah, qu'est-ce que cette nouvelle tendance? On met un nom en anglais et on l'analyse et ça concerne 200 personnes. Là, on est vraiment sur quelque chose de culturellement massif. Et c'est pour ça que ces sondages me paraissaient utiles. tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est très pour, que vous disiez qu'il y avait eu, très peu de résistance à part quelques intellectuels, mais en tout cas on va dire les Français en règle générale, n'ont pas émis de critique. Qu'est-ce qu'on a eu comme premier mouvement, on va dire social qui s'est créé pendant cette période-là? C'est à partir du moment où on a eu des vaccins. Quelque part où, là, le récit, quelque part aussi Oui. du complotisme, mais en même temps, d'un seul coup, il fallait, parce que quelque part, le vaccin s'accompagnait en fait d'un discours de sortie, de reprise du monde et compagnie. Donc moi, je pense qu'en fait, alors évidemment, il y a toujours eu des anti-vax, hein, même depuis, je veux dire, la variole avec la condamine, Oui, oui. qui avait beau faire tous ses calculs pour expliquer que c'était plutôt positif. Il y avait déjà des gens qui ne voulaient pas vacciner leurs enfants parce que ils avaient peur en fait évidemment de les mettre en danger. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le premier mouvement de contestation a été un mouvement en fait où l'État venait non plus garantir forcément la sécurité, mais dire on va vous donner les moyens de sortir, on va vous donner les moyens de reprendre votre vie en fait. Donc avec tout ce que ça implique aussi de risques. Et donc je pense qu'en fait au tout début du mouvement anti-vax, même de manière un peu inconsciente, il y avait cette idée je ne veux pas sortir, je ne veux pas que cette pause temporelle en fait s'arrête, je ne veux pas que ma maison citadelle en fait, je veux pas qu'on m'oblige à en sortir. Donc ensuite est venu se greffer plein d'arguments crypto-scientifiques, et ensuite toute une nouvelle culture Qui est arrivé de par-dessus. l'anti-vax avec tout ce qu'on veut. Mais à mon sens, peut-être que je me trompe, mais à mon sens, il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre en fait, je ne veux pas sortir de ma chambre. Et tu vas pas m'obliger en me piquant C'est quelque chose de très voilà. adolescent, là, pour le Très coup. enfantin, mais Ouais, c'est évidemment, vrai, mais ça. c'est pour ça que je parle du jeunisme, c'est parce que il y a quelque chose à force d'avoir valorisé en fait que des traits de caractère et des dynamiques de civilisation en fait qu'on prête à la jeunesse, en fait, c'est créer une sorte on va dire d'infantilisme un peu généralisé qui fait qu'aujourd'hui, je voyais un article l'autre jour, je trouvais ça très intéressant, c'était les grands-parents qui veulent plus du tout s'occuper de leurs petits-enfants et qui se disaient ah non ça va quoi. Et d'ailleurs cette détestation aujourd'hui de l'enfant me paraît être aussi un des syndromes de cet infantilisme parce que étant nous-mêmes en fait des enfants éternels, des enfants perpétuels, c'est eh bien le miroir en fait de l'enfant dans toute sa sauvagerie quelque part parce que ça hurle, Oui. ça fait du bruit, Les enfants de ça 2 ans sont bouge. les personnes les plus agressives du monde. Tout à fait, mais c'est que l'enfant aujourd'hui nous renvoie en fait ce qu'on n'est plus et donc ça nous met très en colère. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus, je pense, d'espaces sans enfants où là, je fais pas le lien avec la désertion, la baisse de la natalité, mais le fait qu'on supporte de moins en moins la présence de l'enfant en fait dans les lieux publics. C'est parce que nous sommes des grands enfants et on n'a pas besoin d'avoir des petits enfants qui vont venir en fait casser on va dire cette scénarisation de nos vies. Et ce que je trouve intéressant dans ce paradoxe de la sécurité, qui est de dire, globalement, au fur et à mesure que la sécurité individuelle est garantie, la peur de toute forme d'insécurité augmente. Et je trouve ça important de décorréler ça de la récente augmentation des insécurités dans notamment les grandes villes en France, parce que ce que le psychologue américain Jonathan Haidt démontre, c'est que la surprotection, donc lui il parle de safetyism, donc on pourrait traduire protectionnite ou sécuritarisme, explose dans les grandes villes américaines précisément quand, on pense à Chicago il y a quelques décennies, l'insécurité s'effondre. Et donc là, on est là vraiment face à quelque chose de culturel et qui n'est pas simplement une réponse à des réalités matérielles qui évoluent. Entre-temps, la situation française est un peu différente, mais on est vraiment là face à une tendance lourde, et vous citez également le fait que dans les années, je crois, 70 ou 80, 80% des enfants de CE2 allaient à l'école eux-mêmes. Ouais. Euh,
Et alors, CE2, c'est pas CM2. CE2, c'est quoi? C'est 8-9 ans, à peu près. Nous, ça nous paraît aujourd'hui, en écoutant ça, complètement impossible. Il y avait de la même façon un humoriste anglais, Jimmy Carr, qui dit quelque chose de très drôle là-dessus en disant que avant, les adolescents de 14 ans étaient des babysitters. Aujourd'hui, ils en ont besoin. Donc, ça a une façon d'objectiver ce renversement également. Cette tendance-là, cette addiction au coton, si je puis dire, à la mousse, on ne voit pas très bien où est-ce qu'elle pourrait s'arrêter dans cette dynamique. C'est vraiment une addiction au confort qui font que la moindre petite trace d'inconfort devient, vous l'avez dit un peu au début, une injustice en tant que telle qui devrait être réparée au plus vite. Mais complètement. Et sur la sécurité, ce que je trouve très intéressant, c'est par exemple pendant enfin, quoi qu'on pense de l'immigration ou de la présence des étrangers sur le sol français, c'est que pendant les confinements, la peur de l'étranger va augmenter de 7 points. Oui, Il c'est n'en souvent avait, le cas dans il n'en les... avait jamais si peu vu de fait. Il Et n'en c'est avait vrai. jamais si peu côtoyé. Mais là, d'un seul coup, la peur de l'étranger, 7 points, c'était pas rien quoi, sur le barème. Et il y a un autre aussi paradoxe qui est assez intéressant là-dessus, c'est que par exemple, on voit bien que enfin on sait à travers les chiffres, hein, que les violences faites aux femmes sont 8 femmes, enfin pardon, excusez-moi, sur 8 agressions sur 10 en fait les femmes connaissent leur agresseur parce que ça se fait plutôt Ouais, en cercle familial dans ou un cercle proche, ouais. familial, dans un cercle proche, ou du moins plutôt à la maison. Que ce qui est de l'ordre des tentatives d'homicide dans l'espace public, la majorité, en fait, à 70% qui se font agresser, c'est des jeunes hommes de 15 à 29 ans, eux-mêmes agressés par des jeunes hommes de 15 à 29 ans. Oui, oui, oui. Et pourtant, l'insécurité, c'est plutôt, ensuite après dans les ressentis, sont nettement ressentis par les femmes quand elles sont en extérieur. Oui. Alors que c'est précisément, en fait, peut-être l'endroit où elles ont le moins de chances en fait de se faire agresser. C'est ça qui est, c'est qu'en fait notre rapport à la sécurité a beaucoup à voir en fait avec nos représentations et on vit aussi dans un monde qu'on pourrait appeler synexistentiel où nos affects aujourd'hui, ça on n'en a pas parlé mais parce que ça n'est pas forcément le sujet à la base, sont de plus en plus aussi créés par des univers de fiction. À partir du moment où on consomme on va dire le streaming, les histoires en fait, on n'est plus dans le roman d'apprentissage, la fiction n'a plus ce rôle-là finalement de nous faire sortir, de nous faire inventer. C'est aussi pour ça l'identification se retrouve énormément là-dedans, hein. On veut des héros qui nous ressemblent, on veut des personnages qui nous ressemblent, qui soient proches de nous, qui nous ressemblent même physiquement. Mais c'est surtout qu'en fait aujourd'hui, il y a tout, même nos affects, hein, que parfois les gens vont être plus tristes parce que la série qu'ils suivaient depuis 10 saisons en fait va s'arrêter plutôt que leur oncle qui vient de mourir. Parce qu'à un moment donné, tous nos affects sont de plus en plus projetés sur des univers culturels. Donc je suis pas en train de dire que c'est de la faute à la fiction, mais à partir du moment où ça prend dans nos loisirs une place si forte, en fait, à un moment, il y a tout un imaginaire, en fait, notre réalité se crée à travers ces fictions-là, qui se veulent, enfin, qu'on intègre de plus en plus comme des miroirs, voilà, de la réalité de plus en plus. Donc si dans une série, on me montre en fait que toutes les agressions se passent plutôt en extérieur, qu'il va avoir quelqu'un dans le parking la nuit qui va essayer de m'agresser ou de me violer, et ben c'est ça en fait qui va s'activer dans mon imaginaire, tout simplement. On aura beau lire toutes les études de sociologie ou de victimologie possibles, bah c'est pas ça qui, on va encore croire que le cocon familial ou le cocon de la maison en fait va nous protéger, alors que paradoxalement c'est peut-être là aussi. Et pareil, quand on regarde le nombre d'accidents domestiques chaque année, il y a beaucoup plus de gens qui meurent d'accidents domestiques que sur la route. Mais c'est sans commune mesure. C'est 40 000 je crois si je dis pas de bêtises, et le nombre de morts sur la route c'est 7 000, 8 000. La maison est beaucoup plus dangereux que l'autoroute. Voilà. Mais le point commun, je dirais, de celui qui était terrifié du Covid, et ce qui est intéressant, c'est que c'est notamment parfois des étudiants, donc déjà en âge de ne pas en mourir globalement, parfois double, triple vaccinés, parfois un, voire deux masques, parfois dans des contextes, c'est notamment le cas dans certains campus américains, où les non-vaccinés n'étaient pas permis de séjour, donc il n'y a même pas la possibilité de côtoyer quelqu'un qui n'a pas été vacciné. Il y a beaucoup de témoignages de ces jeunes qui sortaient, qui allaient acheter du pain et qui revenaient comme si c'était dans un film post-apocalyptique, pardon, et qu'ils avaient une chance sur deux d'y passer quasiment. De la même façon, le militant woke, qui d'ailleurs, il y avait des sondages faits de Pew Research Center sur le fait qu'il ne pensait pas du tout qu'on avait été trop restrictif sur les libertés, contrairement aux conservateurs. Donc là, il y avait un drôle de renversement où le camp habituellement de l'ouverture était devenu le camp de toutes les fermetures et vice-versa chez les conservateurs. Le complotiste, toutes ces catégories-là partagent cette idée que le monde extérieur est hostile, dans le fond. Et que dehors, ça se passe mal. Et je pense que ce n'est pas pour rien que dans ce contexte-là, l'invasion de zombies
est devenu, dans les jeux vidéo comme dans les séries, un imaginaire très commun parce que on se bunkérise, on se prépare et dehors c'est dangereux et quand on y va c'est pas pour longtemps, on ramène des provisions et ensuite on se terre. Mais avec un rapport très ambivalent parce que c'est Pierre-Henri Jeudi qui avait écrit ce livre-là, un philosophe, au début des années 90, qui s'appelait «Le désir de catastrophe». Et c'était comment finalement dans un monde qu'on a un peu du mal à sur lequel on a du mal à se projeter, nos récits communs font en fait ceux de l'apocalypse. C'est la destruction, c'est le doomsday et c'est vrai, c'est une phrase de Zizek qui était très intéressante qui disait: «Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme». Et parce que c'est nos récits partagés et à la fin ça donne aussi, la collapsologie. C'est qu'à un moment donné, on fait une science de l'effondrement qui devient cette nouvelle matrice intellectuelle où, c'est pas si ça va s'effondrer ou, si tout va partir en fumée, mais quand? Donc comme si voilà, donc il y a un rapport et ce que disait Jeudi qui était très intéressant, c'est qu'on aimait jouer avec cette idée-là en fait, un peu comme aussi de manière un peu comme des enfants, on aimait jouer avec l'idée de tout, après moi le déluge quelque part. Oui. Donc mon existence a au moins ce sens-là et on va dire cet enracinement-là, parce qu'ensuite c'est vers la catastrophe vers laquelle il y a pas besoin de se reproduire, il y a pas besoin de transmettre, il y a pas besoin quelque part de s'oublier un petit peu soi. Oui, il y a plus de règles morales communes dans un monde post-apocalyptique aussi. Oui, aussi, On a tout à plus fait. besoin de respecter il y a pas de tradition, enfin, invasion de zombies, C'est le retour au monde préhobsien pour le coup. exactement. Non, c'est très juste. Et ce que je trouve fascinant, c'est que l'hibernation, c'est un peu ce que vous décrivez dans la situation du cocon, c'est des gens qui hibernent. C'est quoi, dans le fond? C'est un long sommeil. Dans l'état de nature, c'est ça. Quand les ours hibernent, ils dorment pendant des mois. Et le long sommeil, c'est en soi également un symbole de la mort. Enfin, c'est dormir, dormir pendant très longtemps, dormir pour toujours. Quand Blanche-Neige s'endort, c'est pour 100 ans, je crois, c'est une métaphore de la mort également. Alors que normalement, le cocon, dans l'état de nature, c'est un catalyste de vie. C'est une chenille qui se transforme, qui devient papillon. Il y a quelque chose d'autre de nouveau, de plus grand, de plus vivant qui en sort. Et en fait, on a, paradoxalement, dans une culture un peu survivaliste, cette espèce de fascination pour la longue hibernation un peu statique, passive, où, dans le fond, le cocon, c'est quelque chose qui, idéalement, épouse le plus étroitement la silhouette individuelle, et de ce point de vue-là, ressemble pas mal à une tombe. Bon, je pose ça là pour ceux qui nous écoutent. Le cocon n'est pas un désir de vie, forcément, on n'est pas très vitaliste, disons. Ensuite, est-ce que vous, Vincent Coquebert, il y a un ouvrage que vous avez particulièrement apprécié et que vous aimeriez recommander à ceux qui nous écoutent? Tout à fait. Alors c'est un immense pavé, je ne sais pas si je peux le montrer à la Tout à caméra. fait. Voilà. Et en fait cet immense pavé là qui fait, si je dis pas de bêtises, pas loin de 1000 pages, c'est le journal de Roland Jacquard. Roland Jacquard, c'est, pour les, personnes qui nous suivent, qui sont un peu plus vieilles, qui ont 40-50 ans, c'était un grand diariste, lausannois, mais qui a passé toute sa vie en France et qui a écrit 2 ouvrages très, très forts. Le premier était La tentation nihiliste. Pour montrer, il a écrit, voilà, à la fin des années 70, début des années 80 et en même moment, il écrivait un autre livre qui fait totalement écho au cocon, qui s'appelait L'exil intérieur et où il montrait comment il y avait une sorte d'ambiance de schizoïdie généralisée, il appelait ça, entre un air du temps qui était empreint de discours communautaires, de collectifs, et des prémices en fait d'un repli sur soi et sur une sorte d'hédonisme désenchanté qui était de plus en plus fort et comment c'était en train de créer tout un tas de cas cliniques où, pour le coup, pour revenir à ça, la santé ayant pris la place du salut, en fait, on était en train de se diriger vers une sorte de biocratie, en fait, parce que ça allait créer de l'anxiété, ça allait créer de la paranoïa, ça allait créer du mal-être. Donc il avait vraiment bien anticipé tout ça. Mais à côté de ça, il était le chroniqueur psychanalyse au Monde. Il avait été embauché à 26 ans. C'était évidemment un homme brillant qui s'est suicidé à l'aube juste avant ses 80 ans, comme son père d'ailleurs, et, euh, et qui a écrit son journal au jour le jour pendant toute cette décennie des années 80. Il a continué ainsi après, mais celle-là, c'est vraiment très très intéressant parce que le monde d'avant est évidemment un clin d'œil au bouquin de Zweig sur le monde d'hier.
et où on comprend en fait tous les basculements à travers ces récits du quotidien qui sont évidemment très cultivés, très fins, l'écriture est merveilleuse, vous allez vraiment vous régaler si vous le lisez. Vous comprenez en fait tout le monde qui est en train de se préfigurer, que ce soit dans le rapport aux femmes, le rapport à la politique, le rapport à la consommation, le rapport au divertissement aussi qui devient de plus en plus voilà, se divertir des en mourir, loisirs, voilà, ouais. se divertir en mourir, hein, disait Postman. Et, et voilà, et cette aussi, ce que moi j'appelle maintenant la succession un peu en cours, et cette séparation qui était déjà en train de se créer en fait entre les sexes, après une période on va dire, de vague accalmie post-70s qui faisait que la mixité était devenue notre nouvelle organisation sociale, que les sexes allaient se côtoyer, collaborer Paisiblement. paisiblement. Et il raconte bien en fait comment il y a déjà toute une culture de la rancœur qui est en train de se créer entre les hommes et les femmes, avec des hommes qui ont le sentiment d'être totalement dépossédés, des femmes qui ont l'impression d'être perpétuellement en lutte et sans être reconnues dans cette lutte-là. Et à travers des observations du quotidien, à travers des analyses de films, à travers des livres, à travers voilà, il explique en fait, on comprend, je pense que c'est le meilleur livre pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Faut lire le journal de Roland Jacquard dans les années 80. Voilà, ça Excellent. s'appelle Le Monde d'avant et c'est Serge Safran éditeur. Je vous le recommande. Et c'est particulièrement intéressant en effet de suivre la sociologie fine, si je puis dire, d'une décennie décisive. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de faire 1000 pages pour cartographier finement ces basculements. Tout à fait, c'est jour après jour et d'ailleurs aussi parce que vu qu'il a ce point de vue depuis Le Monde, parce qu'il travaille donc Le Monde, il y a aussi tous les changements en fait qui sont en train de se passer dans la presse. Ah Le oui, rôle moral que la presse est en train de s'approprier et oui. tout en même temps à quel point elle accompagne en fait aussi la logique, on va dire, économico-libérale, pas libérale mais économico-libérale qui est en train de se mettre en marche où c'est ce qu'on appelle le tournant de la rigueur en 83 et toute même cette nouvelle culture de gauche qui est celle en fait, c'est grâce au capitalisme qu'on va continuer de transgresser. Oui, 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 oui. Oui, et la tension notamment au monde entre pouvoir et contre-pouvoir. Et qui sommes-nous? Un pouvoir contre transgression ou institution? Et c'est pas évident de concilier les deux. Et une des parties de l'héritage dit impossible de 68 selon Le Goff. Sur la santé, je suis passé devant une publicité récemment qui rentre entièrement dans notre conversation, où c'était inscrit «La santé ne devrait pas faire débat». Et c'était drôle parce que les choses dont on ne débat pas, c'est le sacré par essence. Dans une tribu animiste, on va commencer à débattre de notre Dieu en disant est-ce qu'il existe ou pas, là pour le coup on n'y touche pas. Et là il y avait la santé, ça on est tous d'accord. Sauf que c'est un arbitrage comme tout. Bon, voilà. Bon, mais qui fait aussi vachement écho, là on n'a pas eu le temps d'en parler, mais au culte du corps qui est arrivé dans les années 80, à partir du moment où les individus ont de moins en moins le sentiment en fait, de faire partie, d'avoir de la prise sur le monde, en fait, donc il y a une rétractation aussi qui est dans cette logique de la dynamique du cocon, de la rétractation, mais où il y a une nouvelle passion du corps. C'est la grande... là, on commence à se muscler, alors qu'il y a la fin du muscle productif, mais on commence à être passionné par les muscles, on commence à se tatouer, à faire du piercing. On se customise. Vous parlez de customisation de masse. Voilà, c'est qu'en fait, oui, on commence finalement à se... Et c'est aussi une manière de reprendre le contrôle, parce que si j'ai pas le contrôle sur la civilisation, mais moi j'ai des super abdos, donc j'ai un contrôle sur mon corps. Et aujourd'hui, il suffit de voir dans les discours des nouveaux youtubeurs et tout ça, ça passe par exemple par des choses aussi triviales que la masturbation. Il y a quelque chose de néo-religieux qui se crée, mais à travers en fait, pour ça que la santé, le stoïcisme un peu, la santé ouais. et le sacré se fait qu'on a totalement écho, parce que en contrôlant mon corps, je contrôle un petit peu quelque chose encore. Ouais, il y a Lâche là-dessus a une phrase qui résume très bien la question, qui est face à un environnement, alors en anglais il dit unmanageable, donc ingérable, l'individu se tourne à la gestion de soi-même. Donc le développement personnel arrive dans un contexte où l'avenir n'existe pas, où la politique n'a pas d'emprise, et ça arrive derrière. Comment? D'ailleurs, c'est notre dernière utopie, c'est le développement de nous-mêmes, c'est notre bien-être. On est notre dernière petite utopie, parce qu'on se vit comme des monades. Et l'utopie n'a pas disparu, c'est son horizon qui s'est rétréci. Exactement. Plutôt que faire, On dirait une phrase de Gide. C'est très beau. plutôt que de faire le monde à son image, on s'est contenté de faire son monde à son image. Et en quoi est-ce que c'est important, dans tout le contexte un peu quand même dépressif qu'on vient de décrire, en quoi est-ce que la lecture est importante, notamment pour les plus jeunes générations dont on a beaucoup parlé. Elle est d'autant plus importante qu'un un grand trait de notre modernité aussi, c'est cette logique en fait de sous-traitance. On a commencé par sous-traiter avant, c'était l'autoproduction, on a commencé à sous-traiter la consommation. Ensuite, on a
de plus en plus sous-traiter même notre vie privée, de plus en plus. Et aujourd'hui, avec les IA, on va, alors qu'on est persuadé d'avoir de grandes singularités, on va même sous-traiter notre créativité et la production de connaissances. Et la lecture est un des derniers endroits où on ne peut pas sous-traiter. Et où on ne peut pas non plus faire les choses, c'était Zizek qui parlait du développement de l'interpassivité. C'est qu'en fait, on vit de moins en moins des émotions, on observe en fait des gens avoir des émotions, et en fait, on le regarde et on a l'impression de jouir à travers eux. Par exemple, pour faire Les gens qui voient les youtubeurs réagir à des vidéos. Tout à fait. Des vidéos de React. On regarde des gens jouer, on regarde des gens et lui prenait aussi l'exemple, par exemple, de la pornographie qui devenait quasiment aussi comme ça, où plus besoin de faire du sexe en fait, ni même quelque part d'avoir des activités, on va dire, d'auto-érotisme, mais le simple fait de voir en fait des gens, ça devenait quasiment du porno aquarium. Avant, on avait des fonds d'écran, ce qu'on appelait les aquariums, qui venaient un petit peu voilà, remplir l'espace vide, et ça tenait un petit peu à ça. Mais ça se voit aussi beaucoup par rapport à toute cette explosion des émissions de survie aussi. C'est qu'en fait, on veut absolument du confort, mais on va vivre ensuite un petit peu quand même cette petite aventure à travers quelqu'un, mais sans jamais vouloir y participer. Parce qu'en fait, on nous disait on était dans l'ère de l'interactivité. Lui, il dit non, on est dans l'ère de l'interpassivité. Oui, c'est très drôle. Il y a en effet ce paradoxe-là. Je regardais quelqu'un se battre avec des ours pendant que je suis dans mon canapé. Voilà. Et de la même façon, un paradoxe qui était souvent soulevé, c'est je vais regarder une émission cuisine Top Chef, Master Chef hyper exigeante pendant que je me suis commandé un burger Tout à fait. infâme en train Que je ne reproduirai jamais, mais voir les gens lutter et se régaler à notre place, quelque part, en fait, suffisait à une sorte de contentement. Bon, alors pour sortir de l'interpassivité de ceux qui nous ont regardés jusqu'ici, lisez pour de vrai, ne sous-traitez pas ça à ChatGPT ou à des synthèses en ligne. Lisez Unique au monde, de l'invention de soi à la fin de l'autre, et celui d'avant, La civilisation du cocon, pour en finir avec la tentation du repli sur soi, aux éditions Arquet. Vincent Coquebert, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Pierre. Et à une prochaine fois avec grand plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore abonnés, honte à vous, abonnez-vous. Et faites partager aussi ce podcast. Il y a forcément un proche autour de vous dont la non-existence de transmission dans sa vie a grandement amoindri ses sens. Aidez-le, transmettez et donnez-lui transmission. Abonnez-vous. Abonnez-vous, merci. Très bonne soirée à vous, merci beaucoup.